Mexico, décembre 1994. Une maison vide, un bureau avec des papiers soigneusement rangés, une tasse de café à moitié terminée et un carnet bleu ouvert sur lequel était écrite une seule phrase. L'espace n'est pas vide, il est simplement incompris. Ce fut la dernière fois que Jacobo Grinberg fut aperçu. Sa disparition ne laissa aucune trace, aucune violence, seulement une absence silencieuse et définitive. Ce que personne ne savait ou n'osait dire, c'est que Jacobo avait déjà tout prévu. Un jour je partirai, mais ma voix résonnera parmi les esprits capables de la ressentir. C'est ce qu'il confia à un collègue quelques semaines avant sa disparition. Depuis, amis proches, étudiants, scientifiques, chamans et membres de sa famille ont conservé ce qu'il leur a laissé. Des passages épars, des lettres, des notes, des rêves, des fragments jamais partagés publiquement. Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie, mais une reconstruction émotionnelle, symbolique et spirituelle de ses enseignements les plus profonds, racontés à travers le regard de quelqu'un qui l'a vraiment connu. Si vous avez déjà entendu parler de lui, vous savez déjà que rien de ce qui suit n'arrive par hasard. Ce message est venu à votre rencontre et s'il vous est parvenu, c'est que quelque chose en vous est prêt à se souvenir. Si, dès ces premiers instants, quelque chose en vous a vibré, si vous avez perçu que vous n'écoutiez pas simplement, mais que vous reconnaissiez, alors cliquez immédiatement sur « J'aime ». Je comprendrai. Je saurai que vous aussi avez compris l'appel. Je saurai que vous ne vous contentez pas de suivre, que vous vous souvenez. Dans les minutes qui suivent, vous découvrirez pourquoi Jacobo affirmait que la réalité n'existe pas telle que nous l'imaginons. Comment a-t-il compris que l'esprit ne pense pas, mais crée, que lui a révélé Doña Pachita lors de ses rituels les plus secrets? Et pourquoi, selon lui, l'univers entier est-il une pensée élargie? Chaque mot que vous entendez est comme s'il avait été prononcé par lui-même, peut-être parce que, par des moyens qui échappent à l'entendement ordinaire, il l'est vraiment. Si vous sentez que ce que vous écoutez n'est pas un simple livre audio, mais un souvenir qui attend d'émerger, laissez un commentaire. Ce n'est que le début. Ne vous retournez pas. Jacobo parle déjà. Chapitre 1. Le jour où il a dessiné l'univers sur une serviette. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. Nous étions dans un café simple, avec des chaises en métal et des murs couleur moutarde. Mais pour nous, à ces moments-là, c'était devenu le centre de l'univers. Jacobo arriva comme toujours, son carnet sous le bras. Il ne salua pas avec des mots, mais avec son regard. Et ce jour-là, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Il semblait plus ouvert, comme s'il avait déjà vu ce que le reste du monde ignorait. Il s'assit en face de moi, commanda un café sans sucre et resta silencieux pendant près de 3 minutes. Il fixa la table comme s'il attendait quelque chose. Puis il sortit une serviette. Je ne savais pas s'il voulait nettoyer ou commencer quelque chose, mais ce qu'il fit me laissa sans voix. Avec un simple stylo bleu, il fit un point au centre et commença à dessiner des cercles concentriques. Il n'était ni parfait ni symétrique, mais il semblait vibrer avec une précision troublante. « C'est du latex », dit-il sans quitter le dessin des yeux. « Le réseau qui soutient tout ce qui se croit réel. » Au début, j'ai cru à une métaphore, une forme poétique pour décrire l'âme ou le chant quantique, mais j'ai vite compris qu'il parlait de quelque chose de réel, une structure énergétique tangible, un schéma de conscience qui relie tout, le corps, les pensées, l'espace et le temps. Il affirmait que chaque pensée générait une onde dans ce champ, invisible pour la plupart uniquement parce que personne ne savait où regarder. L'esprit ne pense pas, il tisse. Chaque pensée est une maille dans la trame de la réalité. Il l'a écrit sur le coin d'une serviette. Avec le temps, j'ai compris à quel point cette phrase allait tout changer. Plus rien ne fonctionnait comme avant, ni ses relations, ni ses recherches, ni son existence. Ce soir-là, avant notre départ, il m'a confié une chose que je n'oublierai jamais. Le problème n'est pas que tu n'y crois pas. Le problème, c'est que tu l'utilises déjà sans le savoir. Et si vous écoutez ces mots, peut-être les utilisez-vous déjà. C'est pourquoi cette histoire vous a touché. Dans le fragment suivant, je vous raconterai ce qui s'est passé la première fois que Jacobo est entré dans la chambre de Pachita.
Et pourquoi, après cette rencontre, il a dit avoir vu comment le corps se forme à partir de la lumière. Avez-vous déjà eu le sentiment que vos pensées modifiaient la réalité qui vous entourait? Si oui, commentez, car c'est peut-être bien plus réel que vous ne pouvez l'imaginer. La première fois que Jacobo rencontra Pachita, ce n'était ni dans un laboratoire ni dans un temple. Cela se passa dans une pièce simple, éclairée seulement par une bougie et une foi ancestrale. Il arriva avec le scepticisme de quelqu'un qui a étudié la physique quantique, mais aussi avec l'ouverture d'esprit de quelqu'un qui a parcouru les chemins mystiques. Il savait que quelque chose allait se produire, mais il ignorait quoi, ni s'il était prêt. Pachita le fixa du regard depuis sa chaise en bois, comme si elle le connaissait déjà. Elle ne lui demanda rien, ne parla pas, ne chercha pas confirmation. Elle le regarda longuement, en silence, comme si elle lisait dans son âme plutôt que dans ses pensées. Puis elle dit simplement « Tu n'es pas venu me voir, mais te voir toi-même. » Et à partir de ce moment, tout changea. Jacobo ne décrivit pas l'expérience comme un rapport scientifique, mais comme un murmure noté dans son carnet noir. Il nota qu'il ressentait une pression dans la poitrine, même sans être touché. Ses pensées s'étaient arrêtées, son corps semblait flotter, et Pachita, fermant les yeux, resta immobile. Elle vit des lumières en elle. Ce n'étaient pas des images mentales, mais des perceptions authentiques, réelles, comme si l'énergie se réorganisait, et elle était simplement là, présente. Après la consultation, Pachita se pencha vers lui et murmura une phrase qui resta gravée dans son esprit. « Tu n'as pas besoin de toucher pour changer quelque chose. Tu dois juste être là où l'autre croit que tu n'es pas. » Le lendemain, Jacobo nous a confié qu'il avait l'impression que son champ énergétique avait été réécrit, non pas sur le plan physique, mais vibratoire. Pour la première fois, il a cessé de considérer l'esprit comme un processeur d'informations. Il a commencé à le concevoir comme un champ capable de se connecter à d'autres réalités. Et cela a tout changé. Il a dit que le corps physique n'est que l'ombre de quelque chose d'immensément plus grand. Ce qui est réel, ce qui crée, est ailleurs. Dans une autre dimension que Pachita habitait sans bouger. À partir de ce jour, même sa science n'était plus la même. Il ne cherchait plus les réponses dans le cerveau, mais dans ce qui existe au-delà. Il a ensuite tenté de reproduire cette expérience en laboratoire, grâce à des expériences d'EEG et de méditation profonde. Ces découvertes l'ont conduit à écrire le texte le plus controversé de sa vie, un texte qu'il n'a jamais réussi à publier dans son intégralité. Un manuscrit pionnier, trop audacieux pour son époque, trop vrai pour le système. Nous en parlerons dans le prochain fragment. En attendant, je vous pose la question. Avez-vous déjà senti quelqu'un vous toucher sans le faire? Avez-vous déjà ressenti une transformation intérieure sans cause apparente? Si oui, commentez, car peut-être n'êtes-vous pas seul, et peut-être que ce que vous avez vécu est réel. Jacobo parlait peu de sa mère, mais lorsqu'il le faisait, le monde semblait s'arrêter. Sa voix baissait, son regard se perdait, comme s'il touchait quelque chose que nous autres ne pouvions voir. Sa mère était morte alors qu'il était encore jeune, mais il ne l'avait jamais sentie distante, seulement émue. Le jour où elle est partie, je n'ai pas pleuré, écrivait-il. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je la sentais là, derrière moi. Ces mots se trouvent dans un journal intime qu'il n'a jamais voulu publier. Pourtant, il en a partagé des fragments avec ceux qui, comme lui, savaient que l'âme ne meurt pas, mais change de fréquence. Quelques jours après sa mort, alors qu'il se promenait seul dans l'UNAM, Jacobo entendit sa voix. Ce n'était ni une hallucination, ni un souvenir. C'était une phrase claire comme murmurée à son oreille. « Ne cherche pas ma présence dans les photos. Cherche-moi dans l'espace entre tes pensées. » Cette phrase changea tout. À partir de ce moment, il commença à considérer l'esprit non pas comme un réservoir de souvenirs, mais comme un synthoniseur. En comprenant cela, il comprit que la conscience de sa mère n'était pas figée dans le passé. Elle était vivante, active, accessible dans un champ auquel il pouvait encore accéder. Et ainsi commença une nouvelle phase de sa quête. Il a découvert que la conscience n'est pas contenue dans le corps, que le véritable amour n'a pas besoin de forme pour exister. Dès lors, Jacobo s'est consacré à l'exploration de l'esprit non local, une conscience qui ne se limite pas au cerveau, ni à la vie elle-même. Quelque chose qui demeure, qui accompagne,
qui parle sans parler. Lors de ses méditations les plus profondes, il disait l'avoir ressenti, non pas comme un souvenir, mais comme une présence active, un guide silencieux qui communiquait par intuition et non par mots. Un jour, alors que nous en parlions, il a prononcé une phrase qui m'a fait frissonner. La mort est un langage mal traduit. Ceux qui partent ne disparaissent pas, ils commencent simplement à parler différemment. Si vous aussi avez perdu un proche, vous comprenez peut-être. Dans l'extrait suivant, je vous raconterai comment cette expérience a poussé Jacobo à tenter de démontrer scientifiquement l'existence d'une conscience au-delà du corps. Une expérience que presque personne n'a voulu approuver. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un vous parlait après sa mort ? Écrivez-le dans les commentaires. Cette chaîne n'est pas là pour vous donner des réponses, mais pour vous aider à vous souvenir de ce que vous savez déjà. Jacobo ne craignait pas l'échec, il craignait l'indifférence. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec son expérience la plus ambitieuse. C'était en 1992. Il a conçu une étude qui, si elle était réussie, aurait pu révolutionner à jamais notre conception de la perception. Un protocole rigoureux, des volontaires entraînés, un double aveugle, des mesures d'EEG et des champs magnétiques. L'objectif était de démontrer que l'esprit peut modifier la matière sans la toucher. Si la pensée est une énergie structurée, écrivait-il, alors elle peut modifier le système sur lequel elle agit s'il y a résonance. Il a choisi 3 sujets. Chacun devait se concentrer sur un symbole géométrique dans une pièce isolée du signal visuel. Aucun contact, seulement l'intention. Ce qui s'est passé a été choquant. Sur les électroencéphalogrammes, une activité était enregistrée dans la région occipitale du cerveau, comme si les sujets voyaient réellement les symboles. Pourtant, ils ne les avaient jamais vus. Lorsque Jacobo a présenté les résultats, ils ont été rejetés. Ce n'est pas de la science, c'est de l'ésotérisme, ont-ils dit. Tu gâches tout, Jacobo. Certains collègues ont démissionné. L'université a cessé de financer. Mais il n'a pas arrêté. Un après-midi, dans son appartement, il m'a montré un dossier rempli d'articles refusés, marqués au crayon rouge par les examinateurs. Sur la dernière page, il avait écrit une seule ligne. Il ne me croit pas parce qu'il ne s'autorise pas à croire. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Jacobo ne voulait pas convaincre le monde. Il voulait seulement ouvrir une porte à ceux qui étaient prêts à la franchir. Le problème n'était pas de savoir si c'était réel. Le problème était que personne ne savait comment le regarder. Et à partir de ce moment, son œuvre est devenue encore plus radicale. Dans l'extrait suivant, je vous raconterai ce qui s'est passé quelques semaines plus tard, lorsque Jacobo, dans un état de conscience élargi, a écrit 26 pages sans se souvenir d'avoir écrit un seul mot. Avez-vous déjà été traversé par une idée, une phrase ou un dessin qui ne semblait pas venir de vous ? Peut-être n'était-ce pas de l'imagination, peut-être était-ce un accès. Si cela vous est arrivé, écrivez-le dans les commentaires, car cela pourrait être le premier signe que vous touchez au domaine. Jacobo préférait écrire à la main. Il disait que la plume avait un rythme que le clavier n'avait pas. Mais ce soir-là, ce qu'il écrivait n'avait aucun rythme. Il y avait autre chose, quelque chose que même lui ne pouvait expliquer. C'était en octobre 1993. Il était seul dans son bureau, avec de la musique tibétaine en fond sonore et les lumières tamisées. Il n'avait rien prévu. Il voulait juste méditer. Au bout d'une vingtaine de minutes, quelque chose se produisit. Ses doigts se mirent à bouger, ni lentement, ni en transe, avec détermination. Comme s'il savait déjà ce qu'ils avaient à faire. Et pendant 2 heures entières, il écrivit sans s'arrêter, sans relire, sans corriger. 26 pages. Le lendemain, en les lisant, il resta silencieux. Il me les montra sans un mot. Je lui demandai « C'est toi qui les as écrits ?» Et il répondit « Mes mains, oui, mon esprit, je ne sais pas. » Ce texte parlait du treillis comme de la conscience structurelle de l'univers, de la capacité de la pensée à courber l'espace, d'un réseau vivant. Il parlait d'un point zéro d'où naît toute forme. Il n'avait pas encore formalisé scientifiquement la plupart de ses idées. Et pourtant, elles étaient là, noir sur blanc, dans ses mots ou peut-être dans les mots de quelque chose qui le traversait. Il disait qu'en écrivant, il percevait une présence derrière lui, comme une ombre lumineuse.
Il ne parlait pas, mais dictait sans voix. Ce n'était ni de la possession, ni de l'invention. C'était un pont. Cette nuit-là, pour la première fois, Jacobo employa un mot que beaucoup évitaient. Ceci a été canalisé. Plus tard, il lut des textes d'autres mystiques et découvrit des phrases identiques, des symboles similaires, des structures déjà inscrites dans des cultures jamais étudiées. Et il comprit quelque chose d'essentiel. Accéder au champ ne crée pas. On se souvient de ce qui a déjà été pensé par la conscience universelle. Ce livre ne fut jamais publié, mais il en laissa des exemplaires dans des enveloppes scellées, distribuées uniquement à ceux qu'il jugeait prêts. L'une de ces enveloppes me parvint. À l'intérieur se trouvait un mot. Si jamais je disparais, que ces mots demeurent. Dans le fragment suivant, je vous raconterai ce qui s'est passé quelques jours plus tard, lorsque Jacobo a déclaré ne plus percevoir le temps, et comment cela a changé sa façon de vivre, de penser et finalement de disparaître. Avez-vous déjà écrit quelque chose qui, selon vous, ne venait pas de vous? Des mots qui semblaient dictés d'ailleurs? Si oui, commentez. Peut-être était-ce aussi une forme d'accès. Ce fut une expérience brève, si brève qu'elle parut éternelle. Jacobo l'appelait « la pause hors de l'horloge », un moment suspendu où le temps semblait doubler ou disparaître complètement. C'était dimanche. Il avait passé la journée entière à écrire, à méditer, à laisser son esprit flotter entre des pensées impossibles à expliquer. Vers 19h30, le silence s'installa. Il éteignit la lumière et ferma les yeux. Il ne dormait pas. Il ne pensait pas non plus. Il était simplement présent. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il crut que quelques minutes s'étaient écoulées. Mais l'horloge indiquait 23h21, presque 4 heures, sans mémoire, sans transit, sans attente. « Ce n'était pas comme dormir », écrivit-il, « c'était comme entrer dans une pièce où le temps ne peut entrer. Il n'y avait ni avant ni après, juste un point fixe, si présent qu'il annulait même la notion de présent. Le lendemain, il m'appela, non pas pour me raconter ce qui s'était passé, mais pour me poser une question déconcertante. « Penses-tu que le temps soit une substance ou une habitude ?» Nous avons discuté pendant des heures. Au milieu de la conversation, il prononça une phrase qu'il retranscrirait plus tard dans son carnet rouge. Peut-être que le temps n'existe que pour ceux qui ont besoin de mesurer ce dont ils ne se souviennent pas encore. À partir de ce moment, il commença à étudier plus intensément les états de perception modifiés. Longue méditation, jeûne, retraite silencieuse, non pas par mode, mais pour tenter de reproduire ce sentiment d'éternité vécue, cet état où il n'y a ni progrès ni régression, seulement présence. Jacobo ne voulait pas contrôler le temps, il voulait s'en libérer, et il y est parvenu. À plusieurs reprises, même lors d'expériences documentées, ces ondes cérébrales ont suivi des schémas qui ne correspondaient à aucun état connu. À partir de ce moment, il a commencé à tout écrire au présent, comme si rien ne s'était réellement passé, comme si tout ce qu'il avait vécu continuait à se produire. Dans le prochain extrait, je vous raconterai ce qui s'est passé lorsqu'un élève lui a posé une question apparemment simple. « Comment sais-tu ce que je pense ?» Et Jacobo, sans hésiter, a répondu avant même d'avoir terminé sa phrase. Si vous avez déjà vécu des moments où le temps vous a semblé disparaître, notez-le dans les commentaires. Ce n'était peut-être pas une distraction, peut-être un manque d'accès. C'était un de ces jours où l'air semblait chargé d'invisible. Le ciel était opaque, comme s'il contenait un secret. Jacobo l'était aussi. Nous étions dans une petite salle de classe de l'UNAM, où il tenait des conversations improvisées pour ceux qui savaient que la plus grande valeur ne se trouve pas dans le programme officiel. Nous étions 5 ce jour-là. Le silence, un carnet et un regard qui semblait lire à l'intérieur. J'avais une question en tête. Je ne l'ai pas formulée, je ne l'ai pas écrite, je ne l'ai même pas formulée complètement. C'était un doute existentiel, presque honteux, de ceux qui se cachent au plus profond de l'âme. Et pourtant, il a répondu. Jacobo leva les yeux, me fixa doucement et dit « Tu n'es pas la seule à penser ça. Mais si tu penses ça, c'est que tu connais déjà la réponse. Tu ne veux juste pas la voir. » J'étais sous le choc. Je ne pouvais pas l'expliquer. Les autres dans la pièce ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Mais lui, oui. Il savait exactement ce qui s'était passé. Quelques jours plus tard, il m'expliqua sa théorie. Lorsqu'un esprit vibre à une fréquence claire, un autre esprit accordé peut la recevoir.
La connexion n'est pas magique, c'est une résonance. Il ne parlait pas de télépathie comme d'un pouvoir surnaturel. Il parlait d'un champ commun, un lieu non physique où les esprits se rencontrent avant les mots. La télépathie, dit-il, ne consiste pas à lire dans l'esprit de l'autre, c'est pénétrer ensemble dans l'esprit qui vous contient tous les deux. À partir de ce moment, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Jacobo n'écoutait plus avec ses oreilles. Il écoutait avec son corps, avec son âme, avec cet espace silencieux où les idées n'ont pas encore pris forme. C'était là sa véritable science, la science des symboles qui n'ont pas encore été prononcés, mais qui existent déjà. Dans le prochain fragment, je vous raconterai ce qui s'est passé lors d'une de ses dernières séances avec Pachita, lorsqu'elle lui a parlé du corps non pas comme de la chair, mais comme de la lumière organisée. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un savait ce que vous alliez dire, ou que vous ressentiez ce qu'un autre ressentait, sans mots? Laissez un commentaire ci-dessous, car si vous l'avez ressenti, vous l'avez déjà vécu. C'était la dernière fois que Jacobo voyait Pachita vivante. Il le savait dès qu'il franchit le seuil de la pièce, non pas parce qu'elle était malade, mais parce que quelque chose avait changé dans l'air. La pièce était plus sombre que d'habitude, mais pas par manque de lumière. C'était comme si l'invisible pesait plus lourd. Elle ne parlait pas, elle ne souriait pas, elle le regardait simplement. Il semblait que son corps physique était désormais un obstacle, et dans ce silence, il commença à communiquer, non pas avec sa voix, mais avec son énergie. Jacobo écrivit « J'ai senti mon corps s'ouvrir de l'intérieur, non pas comme une blessure, mais comme si les cellules s'écoutaient. C'était comme si quelqu'un touchait son système nerveux de l'intérieur. » Pachita leva la main. Elle ne le toucha pas. Pourtant, Jacobo sentit une chaleur lui parcourir la poitrine. Une chaleur qui ne brûlait pas, mais transformait. Puis il dit « Le corps n'est pas chair. C'est une lumière qui a appris à obéir à une forme. » Et tout en parlant, il désigna sa poitrine, puis la sienne. C'était un passage de vérité. « On étudie le chant avec des formules, dit-elle. Je l'étudie avec mes mains. Mais c'est pareil, Jacobo. Tout est chant, et chaque chant est lumière. » C'était la première fois que Jacobo entendait le concept de corps de lumière, non pas comme une métaphore spirituelle, mais comme une véritable structure énergétique. Elle lui expliqua que chaque corps est une forme temporaire de lumière. Lorsqu'une personne s'en souvient, la maladie commence à se dissiper. Guérir, dit Pachita, ce n'est pas extraire quelque chose du corps, c'est se souvenir de ce qui le soutient. Elle dit cela en lui prenant la main. Jacobo quitta cette séance avec une perspective différente. « Je n'investigue plus pour prouver, écrivit-il, j'investigue pour me souvenir. » À partir de ce jour, il commença à élaborer une nouvelle hypothèse. Chaque corps humain possède une matrice énergétique préexistante, une structure que la conscience peut modifier si elle est capable de se souvenir de sa propre nature. Cette hypothèse ne fut jamais publiée, non pas parce qu'elle était infondée, mais parce qu'elle était trop vraie. Dans le prochain fragment, je vous raconterai ce que Jacobo écrivit quelques semaines plus tard, lorsqu'il déclara qu'il n'était plus là, même si son corps était toujours présent. Et comment cela changea sa façon de vivre et finalement de disparaître. Avez-vous déjà ressenti que votre corps est plus que matière? Que quelque chose de subtil en vous soutient tout ce qui est visible? Écrivez-le dans les commentaires, car la lumière se manifeste aussi lorsque nous nous souvenons. Ce n'était pas une phrase poétique, ce n'était pas une métaphore, c'était une déclaration. Je ne suis plus là. Il l'avait dit en regardant par la fenêtre comme s'il observait quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. C'était peu après sa dernière séance avec Pachita. Jacobo n'était plus le même, il était devenu plus silencieux. Mais ce silence n'était pas vide. Il était empli de quelque chose qui n'avait pas de nom. Un après-midi, il m'a invité chez lui. Il n'y avait pas de livre ce jour-là, seulement des bougies allumées, et le carnet bleu ouvert au milieu de la table, comme s'il attendait quelqu'un d'autre que nous. Une seule phrase y était écrite. La présence ne nécessite pas de corps, juste une intention soutenue. Je lui ai demandé ce que cela signifiait. Avec un calme qui m'a perturbé, il a répondu « Je ne ressens rien en moi. J'ai l'impression qu'une partie de moi est ailleurs, elle observe. »
Au cours d'une profonde méditation, il a senti sa conscience s'étendre, au-delà du corps, au-delà du bâtiment, au-delà de la ville. Elle ne flottait pas, elle était partout, et à son retour, son corps lui semblait petit, comme un costume qui ne lui allait plus. Il arrive un moment où l'on ne pense plus depuis l'intérieur de soi, a-t-il écrit cette nuit-là. On pense avec une perspective plus large, comme si l'on était une cellule dans un esprit plus vaste. À partir de ce moment, Jacobo n'utilisait plus d'expressions comme « je pense ». Il disait « cette idée se manifeste en moi » ou « ce qui s'exprime à travers moi maintenant ». Ce n'était pas de l'humilité, c'était de la précision énergétique. Il ne se sentait pas comme un auteur, il se sentait comme un canal, et de cet état, il prononça une phrase que je porte encore en moi aujourd'hui. Quand l'ego disparaît, le corps commence à devenir optionnel. Peu après, il commença à parler de la façon dont il pourrait se retirer sans bouger, et que si un jour il disparaissait physiquement, ce ne serait ni un crime ni une fuite, mais un acte vibratoire, une transition consciente vers une autre façon d'être. Avez-vous déjà ressenti le sentiment de ne plus être seul dans votre corps, d'avoir une partie qui observe depuis un autre endroit? Écrivez-le dans les commentaires, peut-être que votre conscience a déjà commencé à s'élargir. Jacobo savait qu'il existait une limite à ne pas franchir, non pas par peur, mais parce que ceux qui gardent les limites du possible n'ont pas besoin de preuves pour vous arrêter. Il suffit de votre vérité pour perturber l'ordre. Et sa théorie le faisait. La réalité n'est pas objective, écrivait-il. C'est une projection consensuelle, une construction fondée sur des croyances partagées. Mais ce qui était vraiment frappant n'était pas cette affirmation, c'était sa deuxième partie. Et elle est manipulée par ceux qui savent insérer des pensées dans le champ. Jacobo soutenait que le treillis, le champ de la conscience universelle, ne pouvait pas seulement être influencé individuellement. Cela pouvait être programmé collectivement, et c'était déjà le cas. Il croyait que nombre des idées que nous pensons être nôtres sont en réalité des centrales énergétiques, des formes pensées conçues pour nous maintenir dans une fréquence prévisible, contrôlable et dormante. Quand tout le monde pense la même chose, quelqu'un a pensé pour eux. Il le disait sans crainte, et aussi sans micro, seul dans un carnet, à voix basse, parmi ceux qui le comprenaient. Son hypothèse la plus délicate était la suivante. L'ego collectif n'est pas naturel. Il est induit. Et plus nous nous y identifions, plus nous alimentons une illusion qui ne nous appartient pas. C'est pourquoi il insistait tant sur la méditation, sur la remise à zéro, sur le silence de l'esprit, non pas comme pratique spirituelle, mais comme acte de résistance énergétique. Le silence intérieur, disait-il, est la seule fréquence inviolable. Il comprenait que si la réalité est façonnée par la pensée, alors celui qui contrôle la pensée contrôle le monde. Une idée trop puissante pour être acceptée. Sa théorie fut donc archivée, jamais publiée, seulement distribuée dans des enveloppes scellées comme des avertissements pour l'avenir. Sur l'une d'elles, d'une écriture incertaine, une phrase « Si jamais je disparais, ne me cherchez pas sur la carte. Cherchez-moi dans ce que vous ressentez lorsque vous êtes silencieux. » Avez-vous déjà perçu des pensées qui ne vous appartenaient pas? Des idées en vous dont vous ignoriez l'origine? Écrivez-les dans les commentaires, car ce souvenir est le premier acte de libération. Le carnet ne se trouvait ni dans sa bibliothèque, ni parmi les documents remis à ses collègues. Il est apparu quelques jours après sa disparition, sous une planche mal fixée sur le sol de son bureau, comme s'il l'avait caché lui-même, attendant le moment opportun. Il était noir, sans nom sur la couverture, et sur la première page, une seule phrase. « Si vous lisez ceci, alors ce que je craignais s'est déjà produit. » Ils l'ouvrirent avec précaution. Il contenait des dessins, des formules inachevées, des pages entières écrites en phrases courtes et puissantes, comme des codes d'éveil. Le temps est une illusion entretenue par l'habitude de se souvenir. Ce que vous m'appelez est une porte, pas une destination. La réalité ne s'explique pas, elle se transmet. Mais ce qui nous a le plus marqué, c'est une page datée de 2 semaines avant sa disparition. Jacobo y parlait de rêves lucides où il percevait une grande déconnexion collective, un trou de conscience où les gens oubliaient qu'ils étaient des créateurs. Seuls quelques-uns s'en souvenaient, ceux qui sentaient encore que le monde n'était pas ce qu'il semblait être. « Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi », écrivait-il.
mais il a été recouvert par le bruit, la peur et des noms empruntés. Quand tu te videras de toi-même, tu le reverras. Sur une autre page, plus énigmatique, il écrivait « Je suis presque prêt. Je ne sais pas si je quitterai le corps ou l'avion. » Mais ce qui arrive ne peut plus être arrêté, et ma voix ne s'éteindra pas, car elle n'a jamais été la mienne seule. Ce carnet fut conservé pendant des années, jusqu'à ce qu'un de ses anciens élèves, poussé par une impulsion inexplicable, décide de partager quelques phrases, et ainsi, petit à petit, le message commença à se construire. Cela vous semble-t-il familier? Vous semblait-il déjà l'avoir entendu, comme un souvenir? Commentez, car il y a des messages qu'on ne peut comprendre. On se souvient d'eux. Dans le prochain et dernier fragment, je vous parlerai du silence, de ce que Jacobo n'a pas dit, et comment sa disparition n'était pas une fin, mais une activation. Il n'y avait pas de corps, pas de traces, juste un silence inexplicable. Jacobo Greenberg n'était pas mort, il n'était pas non plus parti, il avait simplement disparu, comme si l'univers qu'il cherchait à comprendre l'avait rappelé. Quand on transcende la forme cesse d'avoir du sens, avait-il écrit des mois auparavant. C'était comme s'il le savait déjà, comme si son départ n'était pas une rupture, mais une transformation. Le plus troublant n'était pas son absence, c'était ce qui se produisait ensuite. Des gens de différents endroits commencèrent à lui raconter des rêves, des sensations de présence, des pensées qui ne semblaient pas être les leurs, mais qui apportaient de la clarté. L'un de ses plus proches disciples nous a dit en larmes « Maintenant, je le sens plus proche que de son vivant. » Et alors nous avons compris, Jacobo ne voulait pas être suivi. Il voulait que nous nous souvenions de ce qui était déjà en nous. Sa disparition marquait la fin de la forme, non du message, car un message véritable ne se conserve pas dans les mots. Il est semé dans l'âme. Le treillis n'est pas un champ extérieur à vous, c'est ce qui vous soutient de l'intérieur. Et quand vous vous en souvenez, vous vous éveillez. Ce livre n'est pas une biographie, ni une explication, c'est un écho, une vibration qui continue de vibrer en ceux qui osent écouter avec un cœur ouvert. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous saviez déjà. Jacobo n'a pas disparu, il a simplement cessé d'être visible pour ceux qui ne voient plus avec les yeux de l'âme. Si, au cours de ce voyage, vous avez ressenti un sentiment de retour, si au moins une phrase vous a fait fermer les yeux comme pour dire « Oui, je le savais déjà », alors laissez votre empreinte. Un « j'aime » pour dire « je suis là ». Un commentaire avec un mot inédit, un seul. Celui qui est né en vous à l'écoute de tout cela. Et enfin, abonnez-vous, car ce qui viendra ne se contentera pas de trouver, mais un message qui vous trouvera. C'est ainsi que nous nous reconnaissons, sans fanfare, mais avec résonance. Puissiez-vous marcher à la lumière de ce dont vous venez de vous souvenir, et que la prochaine fois que vous vous sentirez seul, vous sentiez le pas de quelqu'un qui, comme vous, n'a jamais cessé de chercher. Je vous salue d'une étreinte qui ne demande pas de présence, seulement la vérité. À bientôt, où que vous soyez.